et je suis Céline Estaillou, je suis entrepreneuse depuis à peu près 23 ans. J'ai créé multiples sociétés, et je m'éclate à fond là-dedans. Je suis maman de 2 enfants, merveilleux enfants, je suis mariée et aujourd'hui, je commence un nouveau chapitre de ma vie sur tout ce qui est exportation de produits. Actuellement, je travaille aussi dans le marketing olfactif. Alors j'ai grandi dans une banlieue parisienne une ville qui s'appelle Créteil. Donc c'est une banlieue, qui était considérée comme une ZUP, une zone urbaine, prioritaire, un truc comme ça. Donc j'ai grandi dans un quartier. Le côté positif dans les quartiers, c'est que vraiment on est dans un melting pot et on rencontre énormément de personnes et on est comme une grande famille. Donc c'est vrai que le côté négatif, c'est que, bah, c'est des personnes qui généralement sont issues de l'immigration. Mon père est camerounais, ma mère était blanche parce qu'elle est décédée et donc forcément le niveau n'est pas énorme. Donc ce qui fait que ça vient lieu à des choses qui sont pas forcément cool, beaucoup de bagarres, beaucoup de personnes qui sont laissées à la dérive. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était notaire. Donc il est arrivé en France à 18 ans et puis il en est jamais reparti et donc lui, il nous a toujours inculqué la droiture, il espérait que je sois plâtre et ça a été pour lui, je pense qu'il savait pas ce que c'était un quartier à ce moment-là et donc lui, pour lui, c'était son but, c'était de nous faire en sorte que, on grandisse dans un quartier sans forcément avoir les choses négatives du quartier, style, être un voleur, toucher à la drogue, sortir dans ce que je ne sortais pas. On n'avait pas le droit de sortir jusqu'à l'âge de mes 18-19 ans. On comprendrait pourquoi mon bac était très important. On n'avait pas le droit de faire grand-chose, sortir, dormir chez les gens, aller dans les anniversaires. Donc j'ai eu une enfance un peu difficile. Mon père, était très, 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 très autoritaire et très, très dur. Bon, il m'a donné juste ce que lui, il a appris. L'environnement familial n'était pas quelque chose sur lequel il a appris. Maintenant, je me rends grâce et c'est très bien. Ça faisait partie de ma vie, ça faisait partie de mon apprentissage. Donc j'ai eu une enfance assez difficile, tout en étant, dans une bulle de ma mère. Ma mère a été, une bulle protectrice pendant que j'étais jeune malgré, sa dépression, malgré les choses qu'elle vivait qui n'étaient pas énormes parce que, ma mère était une autodidacte aussi, c'était une grande, dessinatrice. Donc c'était, pour elle, se marier avec un notaire, c'était pas vraiment son ce qu'elle souhaitait, on va dire, dans la vie et donc on a eu une bulle de protection avec ma famille blanche, on va dire. Donc j'avais une famille blanche de Nibelheron. Alors ceux qui ça pense, c'est au milieu de la France, dans une île, et il y a Fort Boyard. Ils connaissent Fort Boyard et donc nous, on a grandi là-bas et c'était mon petit havre de paix. Chaque année, on y allait, 2 à 3 mois et je revenais remplie d'énergie pour toute mon année. Donc voilà, ce qui était compliqué aussi, c'était que je suis jumelle, j'ai un frère jumeau qui excellait dans les études et que c'est vrai, mon père avait mis beaucoup, beaucoup de pression sur lui et sur nous. Donc c'est vrai que moi qui n'étais très nulle à l'école, je dirais pas nulle, mais je veux dire, j'avais une forme d'intelligence qui était différente. Mais je l'ai appris après, bien après. Donc pour tous ceux qui sont nuls, ne pensez pas d'être bête, loin de là. Et mon intelligence a été révélée après et j'ai un QI qui est au-dessus de la moyenne, donc je crois que ça avait rien à voir. C'est juste que je ne faisais pas partie du socle et quoi. Donc ça, c'est vraiment mon enfance. Donc mon enfance a été, fait de batailles pour, être ce que je suis et qu'on m'accepte comme je suis. Alors moi, je me suis arrêtée après le bac, à 18 ans, 19 ans exactement parce que j'avais redoublé. Donc je me suis arrêtée après le bac et après c'était un peu compliqué pour moi les études donc j'ai décidé d'essayer l'université. J'ai tenu 3 jours et je me suis arrêtée. J'ai compris que j'étais pas faite pour les études. C'était pas du tout mon kiff, on va dire. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt de faire. C'était vraiment donc ce que je vais faire. Alors je savais pas ce que je voulais, mais en tout cas, je savais ce que je ne voulais pas. Donc je me suis vite lancée dans la vie en me disant: «OK, si je fais tous les boulots que je n'aime pas et ben au final, je saurai ce que j'aime». Voilà. Donc c'est un peu bancal, le début de la vie comme ça, mais ça c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai travaillé de 19 ans jusqu'à 23 ans, 23 ans après, 25 ans, entre 23 et 25 ans, où j'ai fait de l'intérim. Donc j'ai travaillé dans, pas combien de sociétés? Une centaine de sociétés, où je restais 2 mois, où je restais 6 mois, où je restais 8 mois, ou des fois 2 ans, des fois 4 ans, je crois, la plus longue. Non, 4 ans, ouais, peut-être un peu plus. Au début, c'était un petit peu des travaux qui étaient pas super, top. Puis après, j'ai commencé secrétaire de direction, puis assistante de direction et je suis restée mon dernier taf, je crois, c'était, assistante de direction de la directrice internationale de communication de la Société Générale et avant ça, j'étais assistant de direction du directeur international de la CNC de EDF, donc bon ici c'est Eneo, à La Défense à Paris. Bon, je pense que mes parents déjà, quand j'ai arrêté les études, je pense que mes parents déjà savaient que c'était déjà un exploit que Céline arrive, à 18 ans ou à 19 simplement en train de faire le bac. Je crois que mon père a jamais autant prié, de sa vie pour être sûr que je puisse l'avoir. D'ailleurs, je l'ai eu au rattrapage avec un miracle de Dieu, mais
Bah, non, je l'ai eu avec, il y avait 60 points à rattraper, je me rappelle et mon père a pleuré. Il a dit: «Tu c'est pas possible». Et c'est marrant, j'ai travaillé non-stop parce que c'est en France, quand on est au rattrapage, on a 3 jours et après on passe au rattrapage. En 3 jours, je me rappelle, j'ai travaillé non-stop, jour et nuit. J'ai dormi 4 heures, je me rappelle encore. Je carburais au Buronzan, je sais pas ce qui c'était, comment ça s'appelle ici, mais un peu le Red Bull, on va dire et j'ai eu 18/20, en technique commerciale, ouais. Sur le produit, j'ai eu 18/20. Donc quand j'ai fini mon la personne qui est venue me voir et qui, m'a dit: «Bon, il nous faut combien de points?» Je lui ai dit: «Bah, il m'en faut 60». Elle dit: «Considérez que vous l'avez» et c'est comme ça que j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé comme je vous dis jusqu'à l'âge de 23 ans. À l'âge de 23 ans, mon rêve suprême était de faire une création, une émission télé, hem et là, pendant ces 5 ans, j'avais le droit vous savez, on cotise en France à des heures de formation. Voilà, je malheureusement, ça se fait pas ici, et ça se devrait et donc avec ces heures de formation, je me suis dit: «OK, je vais aller dans une école audiovisuelle». J'ai fait une école d'audiovisuel, j'ai été, refusée, mais encore ma ténacité a fait que je me suis dit: «Ah mais non, 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 on va pas me refuser parce que c'est ça et c'est ça ou rien». Donc j'ai fait une lettre de 2-3 pages en expliquant pourquoi on devrait me prendre moi et pourquoi j'ai le droit de faire ça, pourquoi c'est mon rêve et la chance a fait qu'on m'a pris. C'était une école extrêmement difficile à avoir et j'ai réussi à l'avoir. Alors même si j'ai réussi à l'avoir avec les sentiments, on va dire, bah, je l'ai eu. Voilà. Donc j'ai travaillé pendant 1 an à l'INA, j'ai fait gestion de production audiovisuelle, direction de production audiovisuelle. Ensuite, sortir de là, j'ai créé ma société qui s'appelait Replay. J'avais 23 ans, je me suis pris des bureaux parce que j'avais réussi à avoir des, financements de l'Europe pour, mon projet. Mon projet s'appelait Cuisine d'ailleurs, je faisais apprendre un petit peu à des blancs, à comment cuisiner africain, avec les ingrédients qu'on avait en France, totalement ma vie, quoi. Parce que ma mère ne cuisinait pas comme mon père, pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle ne connaissait pas, tout simplement et qu'il y avait personne pour l'aider à le faire et je me suis dit: «Bah, il doit forcément y avoir des personnes comme ça, tout partout qui en ont besoin». Moi, la première, donc j'ai appris à faire du lait, j'ai appris à faire la cuisine et cetera, juste parce que j'avais l'envie que mon père soit dans sa dépression, soit super content de pouvoir, manger du Ndolé et c'était vraiment il était tellement heureux et je me suis dit: «Mais il doit y avoir» donc sachant qu'on est dans un quartier mixité, donc avec des blancs qui sont mariés avec des arabes qui sont mariés avec des noirs qui sont mariés avec des juifs, vous voyez ce que je veux dire? On était vraiment dans cette mixité-là. Donc Cuisine d'ailleurs est venue, j'ai pris mes locaux pensant que quand on a une société, il faut avoir des locaux, parfois peut-être tous les vraies erreurs, pas de les ai tous faits et ensuite de ça, bah, ça a marché, enfin je dis que non, ça a pas marché, j'ai réalisé, produit, c'est passé sur TV5 Monde. Donc ça, c'était aussi un autre achievement, c'était genre, j'avais 25 ans, hein, donc croyez-moi, c'était genre pour moi le truc genre, vous voyez, hein, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait d'études, mais au final, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. Donc j'étais très contente, mais voilà, après c'était compliqué parce qu'après une saison, il faut faire la deuxième saison et là, il faut aussi avoir d'autres argent, il faut créer ses tout ça, tous les trucs que je ne connaissais pas, il faut créer sa comptabilité et cetera, et je pensais moi qu'avoir une société, c'était juste voilà une société. Aux États-Unis, j'ai travaillé pour une société de vin, je vendais du vin français, moi qui buvais pas une goutte de vin, c'était terrible et ensuite, bah, j'ai créé une autre société qui s'appelait Sis Hair aux États-Unis où je vendais des extensions de cheveux. Puis après, je suis revenue. Là, j'ai rencontré mon mari aux États-Unis et lui il m'a dit: «Ah bah, j'habite au Cameroun». Je dis: «Bah, tant mieux, c'est génial, tu habites au Cameroun, moi aussi je suis moitié camerounaise» et c'est là où je me suis dit: «Bah, si j'ai réussi à me gérer à Washington, j'arriverai à me gérer au Cameroun». Donc entre-temps, je fais une valorisation des acquis qui, pendant 6 mois, 8 mois, je fais une valorisation des acquis en bac+3 en commerce international que j'ai. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai un bac+3. Donc c'est pas rien. J'étais très fière d'avoir mon bac+3 et le montrer à mon père. Et ensuite, donc je viens au Cameroun. Au Cameroun, je, crée, Invisible Lace, la première société, d'extension de cheveux, de perruques. Ensuite, je ferme. Je crée, Creative Cake, qui durera 7 ans, super une aventure extraordinaire. Je ferme. Ensuite, Yogo, enfin en même temps Creative Cake et Yogo, on a les 2 ont fermé en même temps avec le covid. Ensuite, je fais une sorte de burn-out qui, m'oblige à fermer plus vite que je ne pense et là, quelques mois après, je crée Aroma, enfin je distribue la marque Aroma qui est le marketing Upfactic, donc je crée une nouvelle société et c'était il y a 4 ans, 5 ans et maintenant j'ai créé une autre société qui s'appelle SIA et on est dans l'export de produits exotiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans mon parcours, le fait de fermer des portes, d'ouvrir des portes, fermer des portes, d'ouvrir des portes, de pouvoir avoir des coups comme j'en ai eu par exemple, réussir à chaque fois s'adapter à un nouvel environnement lorsqu'on travaille. C'est-à-dire, hop, on commence une mission qui doit se terminer, hein. On recommence une autre mission qui doit se terminer, on recommence une mission. Ce qui fait qu'on commence à
à créer une sorte d'adaptabilité au niveau de profession et à chaque fois de dire: «Bah, de toute manière, ça sera la fin dans pas longtemps». Donc la fin n'est pas quelque chose de difficile à mon niveau. Puis après au niveau de la société, la première société, bah, j'en ai pas dormi pendant 1 an. J'ai mis tout, mais dès qu'on me parlait de replay ou et cetera, j'avais l'impression qu'une blessure béante était là, je voulais même pas en parler. J'en parlais pas. D'ailleurs, j'en ai parlé que quand je suis arrivée au Cameroun, hein, pour vous dire, hein. D'ailleurs, je l'ai valorisé que quand je suis arrivée au Cameroun. Avant, je le valorisais pas. J'avais une honte, c'est pas possible d'avoir fermé ma société. C'était terrible. Après la deuxième société que j'ai fermée, donc c'était Invisible Lace, bon là, c'était un peu moins honte parce que j'avais mes enfants, parce que c'était le Cameroun, c'était un nouvel environnement et cetera, mais j'étais pas super fière d'eux. Ouais. Puis après Creative Cake est arrivé. Creative Cake, on parle de 7 ans, 7 ans de travail, de acharné à faire des gâteaux, plus de 4 000 gâteaux. Enfin, c'était une machine, c'était devenu une machine. Quand je fais mon burn-out, là, je sens que ma paie est plus importante que ma mon business. Donc, il a fallu que mon burn-out arrive. C'est-à-dire que quand mon burn-out arrive, vous avez peur, moi, à ce moment-là, j'avais peur de prendre le téléphone. Mon téléphone sonnait et je me rappelle que j'avais une sorte d'angoisse qui montait parce que je savais qu'on allait me dire: «Eh madame, eh mais tu le gâteau un tel est tombé que de». Je ne pouvais plus et là, je me suis dit: «Oh, il se passe quelque chose en moi» et c'est là, à ce moment où j'ai fermé. J'ai commen je suis rentrée un lundi, le jeudi, j'avais fermé Creative Cake, sans préavis, sans rien. Donc là, on se dit: «OK, ma paix est quand même plus importante» et là, puis finalement, quand Yogo c'est pareil, bah, au pouce, je commence à me dire: «Bah, allez, une de plus. Est-ce que la honte m'a tuée? Non. Est-ce que je suis morte? Non. Est-ce que je suis moins bien? Non» et aujourd'hui, je pense que, ouais, non, là, aujourd'hui, je suis arrivée à un niveau où, je ferme, j'ai pas de souci avec ça et donc je pense vraiment que c'est une histoire d'accepter de tomber, d'accepter l'échec et de pas croire que l'échec égale, votre valeur en fin de compte et lorsque vous avez compris que l'échec, c'est pas votre valeur, bah, finalement, vous le commencez à le dissocier et vous voyez l'échec comme juste une manière supplémentaire d'arriver au but d'après. C'est-à-dire ce que j'ai pas bien fait, à Replay lorsque je faisais mes émissions, bah, je l'ai fait un peu mieux à Invisible Lace, que j'ai fait un peu mieux à Creative Cake, que j'ai fait un peu mieux à Yogo, que j'ai fait vraiment mieux au niveau d'Aroma et qui fait qu'aujourd'hui, mais quand j'anticipe l'ouverture d'une société, mais ça fait comme ça dans ma tête et je vois tout de suite où il y a les problèmes, où il y a pas les problématiques. C'est-à-dire que j'ai plus peur de tomber. Je me dis juste: «Allez, yallah!» Voilà, aujourd'hui, je les chéris ces échecs-là. Je me contredis plus, je n'ai plus honte. Mes obstacles en priorité a été déjà, l'école. Ça rentrait pas dans ma tête. On voulait pas, j'entends je ça ne rentrait pas. Donc c'était très dur pour moi d'avoir l'image des gens qui te regardent, l'image des profs, l'image des parents, l'image de la famille, de la société qui dit: «Ah, ah, ah, c'est ah, oui, cette tête-là, là. Ah ouais». Et vous, vous êtes dans votre fur intérieur, en disant: «J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai relu, j'ai re-relu, mais ça ne rentre pas». Voilà et des choses que vous ne comprenez pas et aujourd'hui, j'arrivais à un résultat sans forcément arriver avec, la capacité de démontrer comment on arrive au résultat et je pensais vraiment que j'étais nulle. Donc ça été le premier obstacle en termes de l'école. Après en termes de société, mais attendez, je vous dis que j'ai pas fait l'école donc qu'est-ce que qu'est-ce que je pouvais m'attendre? Faut faire une société, il faut faire de la comptabilité, il faut comprendre la commerciale, il faut comprendre, la relation client et cetera. Faut créer des tarifs, faut créer tout ça. Ça, c'est-à-dire ça ne vient pas comme ça. Alors oui, j'avais un background où j'étais assistante de direction, où je savais faire des tableaux, je savais faire ceci, je savais synthétiser les choses, mais concrètement, personne m'a appris à faire du business. Donc tout était un obstacle. Recruter des gens, on les recrute où? Qu'est-ce qu'on leur dit lors d'un recrutement? Comment on fait quand on a de l'argent? Comment ça se passe? La comptabilité, est-ce que le bénéfice égale au chiffre d'affaires? Les trucs aussi bêtes, ça j'en ai eu donc après il a fallu me savoir qui j'étais. Quel type de management je voulais être? Est-ce que j'étais la personne dans et cetera. Parce que j'ai été à un moment donné, Creative Cake, j'étais imblairable, hein, pour dire la vérité, mais parce que j'avais une pression qui était là et que je ne savais pas la gérer simplement et j'en ai brisé des gens. Quand je dis brisé, j'ai pas été des plus corrects avec, les des personnes et aujourd'hui, bon, j'ai déjà demandé pardon déjà, c'est clair, mais c'était ma manière à moi de croire que c'est comme ça qu'on fait le business. Et aujourd'hui, j'ai compris que, bah, quand Dieu est dans ta vie, trust the process et que chaque erreur est une manière de comprendre. Vous comprenez pas un tableau, un bilan, un tableau de résultat, un prévisionnel, bah, vous allez voir les gens qui vont vous dire: «Excuse-moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire ce que c'est un prévisionnel?» Tu apprends à demander et bah, tu reçois. Et à partir de là, dès là où tu as compris que tu apprends à demander, bah, un obstacle, c'est juste un pan que tu ne connais pas encore. Ah, mais c'est plus un obstacle. Aujourd'hui, je m'investis vraiment à faire en sorte qu'une femme puisse, avoir la tête haute dans son ménage et puis se dire que malgré, tout ce que j'ai, je peux réussir à faire une différence et donc j'aide beaucoup,
les personnes à construire leur petit business, à côté. Ils vont dire: «Oh, qu'est-ce que tu veux faire?» Ça peut être des billets à impôts, ça peut être louer des chaises en plastique, ça peut être, avoir un moulin à écraser, à 100 francs et cetera. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour avoir ton petit argent en plus sur ton salaire que tu as, qui pourrait t'aider? Donc voilà, donc aujourd'hui, j'essaie d'avoir un impact sur tous mes employés ou toutes les personnes en disant: «Bon, OK, on c'est bien beau, on travaille ensemble, c'est cool, mais what next? C'est quoi le next? Où est-ce que vous voyez dans 2 ans, dans 3 ans? Et moi, en quoi je peux vous aider par rapport à ça?» Alors bien sûr, tu fais d'abord ton travail, rien n'est clair. Mais qu'est-ce que je peux faire? Si ton but, je sais pas moi, tu ai une, qui voulait être, qu'est-ce qu'elle voulait faire? De la décoration intérieure. Bah, super! Bah, on va commencer sur la déco. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider là-dessus? Voilà, c'est mon impact que je fais, mais je devrais en faire beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Créer des formations, faire des formations gratuites, essayer d'aider les gens à mieux structurer. C'est vrai que quand je faisais Creative Cake, j'ai aidé énormément de personnes à savoir comment faire des gâteaux de manière technique. Donc j'étais une technicienne, j'étais une pâtissière. Donc j'ai aidé vraiment à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je ferais en faire plus. Alors en termes de spiritualité, c'est vrai que je suis, bon, je crois en Dieu, ça c'est évident, mais c'est vrai que ma spiritualité est arrivée vraiment par tard. Elle s'est ancrée quand j'avais 30 ans. Ah, c'est à 30 ans que je suis rentrée dans une église suite à une rupture. Où je suis rentrée dans une église et que j'ai mis mes genoux au sol et que j'avais dit: «OK Seigneur, là, je veux que ma vie, elle soit correcte. J'en ai marre d'être la Céline qui fait dans tous les sens, machin et cetera. Je veux être, je veux être grounded» et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où j'ai demandé au Seigneur, le Seigneur me l'a accordé et là, bah, les choses j'ai rencontré mon mari à l'église, j'ai fait mes enfants, je suis partie au Cameroun. Alors, je suis pas en train de dire que tout a été nickel, non, mais c'est vrai que je puise mes ressources dans le Seigneur. C'est-à-dire que s'il y a un problème, je puise dedans et puis, même si, pour ceux qui sont pas si croyants, si vous êtes encore vivant aujourd'hui, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Si vous êtes vivant, malgré toutes les merdes qui vous soient arrivées, malgré tous les obstacles, malgré toutes les choses qui soient insurmontables, il y a des gens, ça va être les viols, il y a des gens qui vont perdre leurs parents, il y a des gens qui vont perdre des choses difficiles, qui vont se faire, voler, qui je ne sais pas, et des gens qui sont dans la rue. Si vous êtes encore vivant et que votre cerveau tourne encore pour pouvoir dire: «Tiens, j'aimerais bien faire ça». Il y a quelque chose, votre cœur est en train de battre, mais aussi minime soit-il, c'est qu'il y a de l'espoir et si cet espoir est là, c'est que bien que le Seigneur travaille dans chacun d'entre nous pour pouvoir se dire: «C'est jamais fini, hein». Et j'aimais une expression que je disais toujours quand ça allait pas quand j'étais jeune, c'était: «Quand il y en a plus, il y en a encore». Parce qu'au final, je me disais: «Mais quand j'ai l'impression qu'on est au bout du bout, du bout, du bout, du bout, il y a encore un petit bout qui arrive que je n'avais pas vu et qui me rend du bout, du bout, du bout, du bout, du bout». Alors s'il y a toujours un petit bout qui arrive, ça veut dire que rien n'est terminé et qu'au final, on fait partie d'un grand process et que Dieu a écrit pour chacun d'entre nous et qui a mis ses talents et qu'aujourd'hui, il faut le suivre, quoi qu'il arrive et qu'aujourd'hui, toutes ces batailles, toutes ces choses qui vous arrivent, bah, va vous permettre de vous rendre encore plus fort pour le prochain combat. Alors je dirais à une dame de 15 ans, qui me regarde, je lui dirais: «Tu es bien là où tu es et que tout n'est pas parfait, ce que tu es en train de faire, tout n'est pas parfait. Tu es peut-être dans un environnement toxique, tu es peut-être dans un environnement qui te plaît pas ou tu es peut-être bien dans un environnement, mais tu arrives pas à comprendre pourquoi tu te sens pas à ta place. C'est un processus normal. Ce processus va s'affiner au fur et à mesure que tu vas grandir. Au fur et à mesure que tu vas grandir, tu vas toi-même décider où est ta place et tu n'auras plus peur d'attendre que quelqu'un vienne te donner ta place. Donc je dirais aujourd'hui, tiens bon, aujourd'hui ne regarde pas ce que tu seras dans 3 ans, ne commence pas à te stresser sur ce que tu seras l'année prochaine. Stresse-toi juste sur comment tu seras la semaine d'après, la semaine qui suit, le mois d'après. Essaie de finir ton année scolaire comme tu peux les finir en étant fier de tous tes progrès. Sois heureuse de tous les progrès que tu fais. Si aujourd'hui tu as 4/20 de moyenne et que demain tu arrives à 6/20, c'est chiant. Tu avais mis 2 points. Donc arrête de vouloir pleurer parce que tu as pas 18/20 ou tu as pas 12/20. Concentre-toi sur toi, sur ton chemin et tout ce que tu es en train de faire. Ne regarde pas ce que l'autre fait, la progression de l'autre. Ta progression, c'est la bonne progression pour savoir où tu vas aller. Dieu a un plan, je ne le connais pas maintenant, mais ce qui est certain, c'est que le plan que Dieu a pour toi, il est parfait. Alors, à la jeune dame de 25 ans qui a fait beaucoup d'erreurs, à la jeune dame de 25 ans qui ne sait pas où elle se situe aujourd'hui, qui a des aspirations de vouloir se marier, sûrement de fonder une famille, de regarder ses copines qui ont fait X ou Y, qui ont peut-être fait des écoles alors que toi, tu en as pas fait, ou qui ont fait les écoles qu'elles voulaient et que toi, tu n'as pas, ou peut-être qu'ils ont eu les moyens d'aller là où tu voulais et toi, tu ne le fais pas. Encore une fois, je te dirais que tu es parfaite là où tu es. Prends l'expérience que tu as maintenant et multiplie ce que tu es en train de faire. Multiplie toutes les sources que tu as maintenant, que ce soit de l'argent, que ça soit, de la connaissance. Tu es peut-être pas où tu es peut-être caissière, peut-être hôtesse de caisse quelque part. Même en tant qu'hôtesse de caisse, il y a des projets.
crée tes projets, regarde tes projets, sois encore plus, curieuse de l'environnement dans lequel tu es et cherche à faire la différence dans l'environnement que tu es. Peu importe l'environnement que tu es, tu peux faire la différence. La différence aujourd'hui va se situer que dans des petites choses, dans la rigueur, dans la constance, dans l'organisation, dans ton sourire que tu vas apporter aux gens tous les jours. C'est pas rien ça. Croyez en cartes que vous avez dans les mains et respectez vos cartes. Ne cherchez pas à avoir les cartes que vous n'avez pas. Et si vous avez 2 cartes, bah, vous gérez avec ces 2 cartes et c'est très bien.